Ja, herzlich willkommen beim 37. Filmfest München. Wir sind extrem stolz, ich im Besonderen, da wir jahrelang Filme von und mit Louis Garrel gezeigt haben, die dann nicht von ihm begleitet werden konnten. Er ist zum ersten Mal in München und ich bin wirklich mehr als erfüllt, dass er da ist mit seiner zweiten großen eigenen Regiearbeit. Er spielt selber auch eine Hauptrolle. Erstmal möchte ich vorwegschicken, ich bin Bernhard Karl, internationaler Programmer vom Filmfest München, und Louis Garrel ist für den Margot-Hilscher-Preis ausgewählt worden von uns Programmern für ein künstlerisches Multitalent, das auf mehreren Feldern des Filmschaffens erfolgreich ist. Und ich kann nur sagen, man hätte diese Auswahl, glaube ich, sage ich jetzt mal aus Selbstlob, nicht besser treffen können. Louis Garrel ist ein brillanter Regisseur, er ist ein großartiger Schauspieler, er kann singen, tanzen und er ist aus dem Filmland, das für mich das Interessanteste des Globus im Moment ist, aus La France. Also bienvenue, Louis Garrel. Also, wir übersetzen. Ich verstehe ihn. Ich spreche nicht so gut Französisch, dass ich selber übersetze, deswegen hilft uns Caroline Maréchal. Ich möchte mit L'Homme Fidèle beginnen, mit seiner neuen Regiearbeit, in der er selber zusammen mit Letizia Casta und Lily Rose Depp die Hauptrolle spielt. Dieser Film ist der zweite in seiner eigenen Regie. Der erste, Les Deux Amis, war ähnlich wie der zweite, lose basierend auf dem Theaterstück eines französischen Meisters des Theaters, nämlich damals Alfred de Musset und jetzt Marivaux. Also die Geschichten basieren auf großen französischen Theaterdichtern, aber die Geschichten sind natürlich in das Moderne übertragen und alle Geschichten, die er zeigt, zeichnet eine besondere Einfachheit aus und die Komplexität oder Kompliziertheit entsteht dann im Einfachen. Und diese Einfachheit, die bewundere ich so und ich möchte gerne, dass er dazu was sagt. Oui, voilà, nous sommes ici pour présenter votre film, Un homme fidèle, avec Letizia Casta et Lily Rose Depp. C'est votre second film qui se base aussi sur le théâtre, mais transposé en histoire moderne. Et j'aimerais que vous nous parliez de cette très belle simplicité qu'il y a dans votre film. Le ménage à trois, les constructions, la dramaturgie entre les personnages. Bonsoir tout le monde. Non, parce que j'avais fait un premier film qui était évidemment aussi une étude sentimentale, plus on pourrait dire adolescente, c'est-à-dire où l'expression des sentiments serait très fiévreuse et comme s'il n'y avait pas de rupture entre la manière dont on éprouve les sentiments entre l'enfance et l'âge adulte, on pourrait dire ça. Et alors pour ce deuxième film, j'avais envie que ce soit tout plus sage et plus calme et d'une certaine manière plus pas perverse, mais plus étrange. Et donc je suis allé voir Jean-Claude Carrière parce que c'était un grand scénariste que je rêvais de travailler avec lui depuis que j'avais 15 ans. Pardon. Ja, für meinen ersten Film habe ich so eine sentimentale Studie gemacht, so in der Adoleszenz. Ich wollte diese fieberhafte Gefühle zum Ausdruck bringen und diesen Bruch zwischen der Kindheit und dem Erwachsenwerden. Und für meinen zweiten Film wollte ich etwas Ruhigeres, also nichts Perverses, aber etwas Komisches. Und deshalb bin ich zu Jean-Claude Carrière gegangen. Et d'une certaine manière, Jean-Claude Carrière, par exemple, déteste la psychologie, en général. Oui. Et alors, il déteste le mélo sentimental. Alors, il a fallu toujours, comme je voulais faire quand même un film sentimental, il a fallu que je le séduise et que lui aussi me séduise pour qu'on arrive à trouver ce film étrange écrit par deux personnes qui ne sont pas du tout de la même génération, qui n'a pas le même rapport, qui n'a pas le même intérêt sur les films sentimentaux que moi, d'une certaine manière. Et donc on a fait un film où on a essayé de surprendre scène après scène. C'est-à-dire on part du cliché, le film il est comme un cliché. Le film, sur l'affiche, il y a un homme entouré de deux femmes, il est le cliché français par excellence. Et pour arriver même, partir, on pourrait dire, avec des obstacles, et d'arriver quand même à surprendre les spectateurs tout le long du film. C'était comme oui, c'était le pari qu'on s'était donné avec lui. Also Jean-Claude Carrière hasst die Psychologie und diese melosentimentalen Dramen und ich musste ihn verführen und er musste mich auch verführen, damit wir zu diesem Ergebnis gelangen, weil wir sind aus zwei verschiedenen Generationen und man kann denken, dass der Film so ein Klischee ist, aber wir wollten den Zuschauer überraschen.
Das war so eine Herausforderung und man wollte den Zuschauer Szene nach Szene überraschen. Da ja über auch Et je voulais aussi, ça je voulais, c'est-à-dire que vous savez, il y a des films qui sont l'équivalent de grands romans, par exemple, ce que pourrait être en littérature les romans. Et je voulais que ce film-là soit plutôt l'équivalent d'une nouvelle, ce qu'on appelle une petite nouvelle, vous voyez. Ça j'avais, donc c'est pour ça que vous dites la simplicité, c'est que le film il se raconte sans digression, jamais aucune digression. Es gibt Filme, die sind wie Romane und ich wollte keinen Roman, ich wollte eine Novelle und deshalb gibt es diese ganze Einfachheit in diesem Film. Und das Hauptsujet ist wieder eine Ménage à trois, aber diesmal komplexer, weil es 2 Ménage à trois eigentlich sind, die ineinander verschachtelt sind. Vielleicht, diese Frage ist 100-mal, 1000-mal schon gestellt worden an ihn. Ich bitte ihn nochmal über die Ménage à trois, die ein Modell in seinem Schaffen zu sein scheint, was zu sagen. Oui, le sujet principal de ce film est un ménage à trois, mais encore plus complexe. C'est comme 2 ménages à trois qui sont imbriqués les uns dans les autres. Et c'est un sujet, ce ménage à trois, qui revient très souvent dans vos films. Est-ce que C'est plutôt là, mais un ménage à 4, parce qu'il y a aussi le personnage d'un petit garçon. Es ist eher so ein Ménage à quatre, weil es gibt auch diese Figur von dem kleinen Kind. Bon, je crois aussi cette histoire de chiffre 3, moi j'aime beaucoup par exemple faire rire. C'est de plus en plus ce que j'aime faire. Par exemple, là je suis très frustré parce que je ne peux pas faire des blagues, parce que je ne parle pas en allemand, alors ça m'énerve. Parce que moi quand je vois une foule comme ça, si au bout de 5 minutes les gens rigolent pas, j'ai l'impression que le moment est raté. Bon, mais en tout cas, c'est-à-dire que le chiffre 2, c'est-à-dire si vous faites une étude sentimentale avec le chiffre 2, un homme et une femme, bon, si vous n'êtes pas Antonioni, et si vous n'êtes pas Bergman, et si vous n'êtes pas Rossellini, c'est difficile. Tandis que le chiffre 3, forcément, ça fabrique des situations comiques. Vous voyez ? Il y a plus de facilité. Donc à chaque fois, Pardon. Ja, ich mag also die Geschichte jetzt mit dem Ziffer 3, ich mag lachen und dass die Zuschauer auch lachen. Und ich bin jetzt heute ein bisschen frustriert, weil ich spreche nicht Deutsch und ich kann also keine Witze für die Zuschauer machen. Und bei dem Ziffer 2 ist es... Bei dem Ziffer 2 ist es schwierig, wenn man so eine sentimentale Studie macht. Und bei dem Ziffer 3 kann man so komische Elemente in dem Film hinzufügen. Wir waren vorher bei den Klischees. Ja, Klischee hin oder her. Was ich in deinem Werk beobachte, ist, dass es auch sehr französisch ist. Und du selbst, Julie, Mon son. téléphone, attends. Non, sans problème. J'ai un bon abonnement, je peux recevoir les appels à l'étranger. Ich habe ein gutes Abo, ich kann die Anrufe im Ausland bekommen. Ça va, sans problème. Du hast mal ein wunderschönes Bon mot gesagt. Du hast gesagt, Frankreich ist das Land von Molière, de Musset und von Marivaux. Und die angelsächsischen Länder sind eben zum Beispiel die Länder von Shakespeare. Das heißt, die Franzosen entfachen keine ernsthaften Kriege und Mord und Totschlag, sondern hier geht es um das Sentiment. Und es ist sozusagen immer im Bereich des Emotionalen und im Schwebenden und nicht in dieser realistischen Auseinandersetzung. Vielleicht möchtest du dazu was sagen. Tu as dit que la France est le pays de Molière, de Marivaux. C'est pas du tout comme les pays anglo-saxons où il y a Shakespeare, on parle beaucoup de la mort, il y a la guerre. Et donc en France, avec Marivaux et Molière, on parle beaucoup plus de sentiments, d'émotions. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus ? Ça, c'était une chose que je m'étais dit quand tout d'un coup je sentais les Français, quand ils veulent faire des films et qu'ils veulent mettre des pistolets, ils veulent mettre des histoires de pouvoir et tout ça. C'est toujours un peu maladroit, mais je disais parce qu'on n'a pas le background théâtral pour ça. C'est pour ça que les anglo-saxons, ils ont Shakespeare avec leurs histoires de trahison, de prise de pouvoir et tout ça. Alors je dis, nous, c'est comme ça, notre patrimoine, c'est les études sentimentales avec Jean Racine. Et alors c'est pour ça que le cinéma français, il est encore aujourd'hui, la réputation, c'est des films qui sont tout le temps en train de se soucier des histoires d'amour, en gros. Ça, c'était une chose que j'avais remarqué. Ja, ich spüre, dass im französischen Kino, wenn die Leute mit Waffen kommen oder so, ist es sehr ungeschickt, weil wir haben nicht das theatralische Background wie in England, um das zu zeigen. Wir machen immer diese sentimentale Studien und das ist der Grund, warum das französische Kino immer über die Gefühle und die Liebe spricht. J'avais d'ailleurs montré un jour plein de films français à un ami
libanais. Et au bout d'une semaine que je lui montrais plein de films, il s'est arrêté de parler. Je dis, qu'est-ce que t'as? Il m'a dit, mais c'est toujours le même film, j'en ai marre. Ich hatte so Filme an einen libanesischen Freund gezeigt und nach einer Woche hat er nicht mehr gesprochen, weil er mir gesagt hat, das sind immer die gleichen Filme, ich habe es satt. Die gleichen hin und her. Was wirklich gleich ist, auffällig in deinem Werk, dass du sehr gern mit Freunden, mit dir Nahestehenden und natürlich mit schönen Frauen arbeitest, das muss ich auch mal sagen dürfen, aber mit sehr begabten Frauen arbeiten darfst und sollst und tust, aber diese Nähe, zum Beispiel in deinem ersten Film, Vincent Macaigne, ein langjähriger Freund von dir, jetzt Letizia Casta, deine eigene Ehefrau, die in deinem Film spielt, dieses Private, was sich mit dem Künstlerischen mischt, der Aspekt würde mich interessieren. Dans tes films, il y a souvent tes amis qui jouent, aussi de très belles filles. Et par exemple, Laetitia Casta joue dans ton film L'homme fidèle. Comment ça se passe, ce mélange en fait de privé et de vie professionnelle? Mais ça vient du fait que quand j'étais petit, j'avais l'impression que les vrais films, c'était les films autobiographiques. C'était les films que je trouvais les vrais films. Les autres films, quand le film ne concernait pas la vie privée du réalisateur, je disais, bon, bah, ça c'est vraiment des histoires, quoi. Ça ne m'intéresse pas parce que ils ne sont pas vrais, ces films. Et puis par la suite, j'ai commencé à aimer les films qui n'étaient pas autobiographiques, bien sûr, mais est restée cette idée, et aussi parce que mon père aussi a fait beaucoup des choses autobiographiques. Moi, j'ai joué quand j'avais 5 ans dans un film de mon père, avec mon grand-père qui jouait dans le film, ma mère qui jouait dans le film, l'ex-femme de mon père qui jouait dans le film. Donc d'une certaine manière, il m'est resté ça que si on veut faire un film, à un moment donné, on le fait avec des gens de sa vie privée. C'est comme ça. Also, als ich klein war, für mich waren die echten Filme die autobiografischen Filme. Und nach, als ich größer war, habe ich auch die anderen Filme gemocht. Und mein Vater hat viele autobiografische Filme gemacht. Und ich selber, als ich 5 Jahre alt war, habe ich einen Film gemacht, wo meine Mutter spielt und die ganze Familie teilgenommen hat. Und das ist sozusagen geblieben. Womit wir bei deinem früheren Leben sind, als du angefangen hast, du hast es selbst erwähnt, bist wahrscheinlich müde, dass man dich darauf anspricht. Eben natürlich ist dein Vater Philippe Carrel, dein Großvater Maurice Carrel, deine Mutter Brigitte Sie, deine Schwester Esther Deveau, dein Taufpate Jean-Pierre Léaud und darüber hinaus bist du natürlich ein eigenständiger Künstler und hast es geschafft. Mich würde jetzt so ein paar Stationen interessieren, deiner sozusagen künstlerischen Education oder Formation. Möchtest du uns erzählen, wie das für dich als kleines Kind war, wie du zum ersten Mal gespielt hast mit 6? Ton père est Louis Garrel, ton grand-père Maurice Garrel, enfin tout le monde dans ta famille est dans le cinéma. Maintenant, tu es un artiste indépendant. J'aimerais que tu nous parles de tes différentes étapes de ta vie artistique et comment ça s'est passé quand tu as joué quand tu étais petit. Non, mais moi, quand j'avais 5 ans, je redis, j'ai joué dans un film de mon père où mon père jouait mon père, ma mère jouait ma mère et mon grand-père jouait mon grand-père. Et l'ex-femme de mon père jouait l'ex-femme de mon père aussi qui était là. Et alors à un moment donné, j'avais 5 ans et il y avait une scène comme ça où j'étais avec mon père et on rentrait dans l'appartement et ma mère était dans le lit avec un autre homme. Alors moi je suis venu comme ça avant qu'on tourne la prise et j'ai dit à l'acteur, j'avais 5 ou 6 ans, je lui ai dit mais est-ce que tu vas mettre un caleçon ou tu vas être tout nu avec ma mère dans le lit? Et alors il m'a regardé, il m'a dit je ne sais pas. Et d'une certaine manière, ce truc m'a traumatisé un peu parce que on avait beau le faire avec une caméra, il y avait quand même un mec dans le lit avec ma mère, quoi. Je ne pourrais pas dire autre chose. Et alors ça, c'était tout à fait bizarre. Je dois dire, pour commencer à faire un film, que cette espèce de mélange, que tout le monde joue avec cette petite frontière-là. Ça, c'était ma première expérience. Also meine erste Erfahrung, als ich 5 Jahre alt war, mein Vater hat meinen Vater gespielt in dem Film, meine Mutter, mein Opa, die Ex-Frau meines Vaters war in dem Film die Ex-Frau meines Vaters. Und es gab eine Szene, also wir sind in die Wohnung reingegangen, meine Mutter war im Bett mit einem anderen Mann. Und ich habe dem Schauspieler gefragt, ob er
wirst du nackt sein oder wirst du eine Unterhose tragen? Und dann hat er gesagt, ich weiß es, das weiß ich aber nicht. Und dann habe ich so eine Trauma sozusagen erlebt und diese erste Erfahrung war total komisch für mich. Wenn ich richtig informiert bin, dann wolltest du aber trotzdem zuerst nicht Schauspieler werden oder Künstler, sondern Tierarzt. Und hast dann aber, als du deine Mutter auf der Bühne erlebt hast, umgeswitcht sozusagen. Ist das richtig? Au début, en fait, tu voulais pas être acteur, mais j'ai lu que tu voulais être vétérinaire et quand tu as vu ta mère sur scène, tu as changé d'avis. Est-ce que c'est vrai? Oui, mais bon, ça, vétérinaire, c'était pour draguer les filles, probablement, parce que de vouloir être vétérinaire, ça séduit les petites filles de 8-9 ans, je crois. Es war die Tierarzt zu sein, das habe ich nur gesagt, die kleinen Mädchen anzubaggern, die 8-9 Jahre alt sind. Parce que les vétérinaires, ils sont toujours très gentils. Et après, non, c'est plutôt passé par le théâtre au départ, parce que quand j'avais comme ça 10 ans, 11 ans, j'allais voir mon grand-père qui jouait, et je trouvais que comme ça, cette espèce de deuxième vie nocturne sur une scène, où on fait semblant d'être quelqu'un d'autre, je trouvais ça très intéressant. Donc c'est plutôt passé par le théâtre au départ. Et ensuite, c'est quand j'ai commencé à regarder les films de Truffaut, qu'une professeure de français nous a montré, que je me suis dit, ah, ça, le cinéma, c'est carrément extraordinaire. Parce que le théâtre, il était relié à l'existence, comme ça, parce que c'était de la vraie vie. Le cinéma, c'était de la fausse vie qui ne m'intéressait pas. Tandis que quand j'ai vu les films de Truffaut, tout d'un coup, il parlait de l'existence, je sais pas. Ja, die Tierärzte, die sind sehr nett, deshalb habe ich das auch ausgewählt sozusagen. Dann war es das Theater. Als ich 10, 11 Jahre alt war, ging ich ins Theater am Abend, um meinen Opa zu sehen. Und ich fand es echt super, dieses nächtliche Leben und man ist eine andere Person. Und später, unser Französischlehrer hat uns Filme von Truffaut gezeigt. Und dann ging es die reelle Existenz in diesen Filmen. Ich springe jetzt, wir haben ja auch wenig Zeit. Einem großen Publikum, mir auch, wurdest du bekannt mit The Dreamers, diesem wirklich sensationellen Film von Bernardo Bertolucci, mit Eva Green und Michael Pitt, was auch eine Ménage à trois war. Und mich würde interessieren, wie für dich, das war dein zweites Erlebnis mit diesem Meisterregisseur, der auch an die Grenzen geht, wie dieses Erlebnis für dich war. In dieser engen Zusammenarbeit mit diesen zwei anderen, da war ja auch viel Sexualität im Spiel. Tu as joué dans le film Les Rêveurs avec Eva Green, où il y a comme un ménage à trois. Comment tu as vécu cette expérience, aussi, puisqu'il s'agit aussi pas mal de sexualité dans ce film? Avec le réalisateur aussi, avec Bernardo, le travail, c'était proche, c'était compliqué, c'était surprenant. Bon, mais c'est comme cette histoire de tournage de Dreamers, c'est comme une première fois. Alors après, on cherche toujours à retrouver cette sensation de la première fois sur les autres tournages, puis on l'a jamais, parce que la première fois, c'est comme celle qui est la plus, je sais pas pourquoi, elle est la plus forte. Mais non, c'était comme un espèce de rêve. Le tournage, parce qu'on était comme j'admirais beaucoup Bernardo Bertolucci, avant même de travailler avec lui, tout d'un coup, j'ai rencontré un homme qui était tellement sensuel, et aussi tellement intelligent, et aussi très provocateur et manipulateur, mais je crois que si tu n'es pas un peu manipulateur, tu ne peux pas faire un peu des films. Alors, il était manipulateur dans le sens séduisant, comme ça. Et donc, dès que j'arrivais sur le plateau, je le voyais, j'avais envie de faire la scène pour lui, et puis je suis devenu ami avec Michael et Eva sur le plateau. Enfin, c'était comme un rêve, le film. C'était comme une espèce de rêve. D'ailleurs, à la fin du tournage, pardon, je te laisserai dire après, dernière chose, et après à la fin du tournage, la dernière prise, il a dit « The dream is over ». Ah, ça m'a complètement angoissé. Horrible. Tout d'un coup, je me suis dit « Putain, merde, j'ai oublié qu'à un moment donné, on allait arrêter de vivre tous ensemble dans cet appartement-là. J'avais complètement oublié que c'était pas infini, ce truc. » Das ist so wie ein erstes Mal und dieses erste Mal, wie man immer bei den anderen, wenn man andere Filme macht. Und diese Dreharbeit, das war wie ein Traum. Ich mochte schon vorher Bertolucci, der ist sehr sinnlich, klug, der manipuliert. Aber das braucht er, um sozusagen zu verführen. Und ich hatte wirklich Lust, mit ihm zu arbeiten. Und ich bin Freunde geworden mit Michael und Eva. Und wenn die Dreharbeiten zu Ende gegangen sind, hat er gesagt, der Bertolucci, dass der Traum ist zu Ende.
also the dream is over. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das ist schrecklich, jetzt ist es aus. Bist, Bien traduit, longtemps. ich kann mir vorstellen, dass mit Eva und Michael heute auch noch ein tolles persönliches Verhältnis ist. Vielleicht mag er dazu was sagen. Aujourd'hui, avec Eva et Michael, vous êtes toujours en relation. Est-ce que vous voulez dire quelque chose là-dessus? Non, de temps en temps, oui, je les ai au téléphone de temps en temps. Ja, Et Bernardo surtout, je suis resté en contact avec lui toujours. Je l'appelais très souvent, mais il était très curieux des films, il regardait tous les films, même les films dans lesquels je jouais. Tout d'un coup, il m'envoyait des petits pics, il me provoquait, tout ça, mais je l'appelais parce qu'il était délicieux comme personne. ja, ab und zu telefonieren wir miteinander und mit Bernardo habe ich immer Kontakte. Er ist immer sehr neugierig, er schaut meine Filme an und wir telefonieren und er provoziert halt ab und zu, aber er ist halt so. Du bist ja nach diesem Film dann erst auf die Schauspielschule, aufs Conservatoire gegangen, wo nahezu jeder Schauspieler seine Formation sozusagen bekommen hat in La France. Mich würde interessieren, wie das dann für dich war. Ich kenne das auch von Jungstars sozusagen, ich arbeite als Castingdirektor in Deutschland, die dann auf die Schauspielschule gehen, um nochmal sozusagen was dazu zu lernen, obwohl sie schon sehr begabt sind. Aber du warst ja schon fast wie ein Star. Wie war das dann für dich auf der Schauspielschule plötzlich? Quand tu es allé au conservatoire d'art dramatique, enfin, où tu avais déjà fait une école de théâtre avant, où tu étais déjà connu, comment c'était pour toi? Comment ça s'est passé? J'étais pas très non, mais j'avais pas fait beaucoup de choses avant, non. Non, mais au conservatoire, je suis rentré trop. C'est une école nationale et donc le concours est difficile. Mais je suis rentré trop jeune. Je suis rentré à 17 ans et demi et je pensais que aux filles, quoi. Donc il y avait le choix de faire des concours d'escrime ou d'aller boire un café avec les filles de ma classe. J'allais toujours boire un café avec les filles de ma classe. Le concours d'escrime, je me disais, je vois pas très bien ce que je vais faire avec de savoir faire de l'épée. Ce qui est bête parce que maintenant, ça m'aurait bien servi. Et en plus, les filles, elles m'ont quitté. Also ich war sehr jung, als ich den Konservatoire gemacht habe. Das ist schwierig, da reinzukommen. Und da habe ich nur an die Mädels gedacht. Und nach den Unterrichten war, entweder geht man ins Café oder man geht fechten. Und ich bin immer ins Café gegangen mit den Mädels, obwohl fechten wäre echt, das hätte mir geholfen, dass ich fechten kann heute. Überhaupt, also du selber hast oft gesagt, deshalb referiere ich darauf, dass Frauen in deinem Leben sehr wichtig sind und dass du selber ungern Entscheidungen triffst und eigentlich es liebst, wenn andere Entscheidungen treffen, sprich eine Frau eine Entscheidung trifft. Ist das so richtig oder habe ich das öfter falsch gelesen? Tu as dit dans ta vie que les femmes étaient importantes et tu n'aimes pas j'ai lu que tu n'aimais pas prendre de décisions, mais que tu préférais que les femmes prennent des décisions. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai ce que j'ai lu? Ça c'est que toujours quand on me dit par rapport à cette histoire de femmes très fortes et puissantes, je dis toujours mais moi je suis entouré, j'ai toujours été entouré de femmes, oui, très puissantes, à commencer par ma mère. Et j'ai des femmes autour de moi qui sont plus intelligentes que moi. Donc mon habitude souvent c'est d'aller les voir pour leur demander leurs conseils. Et généralement, je leur fais beaucoup, comme j'ai beaucoup de femmes très intelligentes autour de moi, je leur fais beaucoup plus confiance. Mes amis garçons, on est tous un peu bébêtes. Alors c'est à des filles que je me retrouve à demander des conseils. Et donc d'une certaine manière, dans le film, c'est un autoportrait en creux de ça. Ich war immer so mit Frauen, die sehr stark sind und sehr klug. Und wenn ich um einen Rat bitte, dann habe ich Vertrauen zu diesen Frauen. Und meine männliche Freunde, die sind ein bisschen dumm. Und deshalb in dem Film, das ist so eine Art Autoporträt. Ich komme auf die Biografie noch mal kurz zurück. Wie gesagt, wir müssen ein bisschen springen, weil wir so wenig Zeit haben, aber es soll so ein paar Flashlights vielleicht geben. Die Zusammenarbeit mit einem anderen französischen großen Regisseur, mit Christophe Honoré, ist natürlich auch sehr wichtig, mit dem du 6 verschiedene Filme gemacht hast, unter anderem Les Chansons d'Amour, in dem du auch singst, was auch ein großes Talent von dir zu sein scheint. Kannst du was in dieser Kürze zur Zusammenarbeit mit Christophe Honoré sagen? Mit ihm hast du auch Ma Mère, wo Isabelle Huppert deine Mutter war, gedreht und so weiter und so fort.
was war das Spezielle? Wir haben über Ciolucci gesprochen, kurz hast du von deinem Vater gesprochen. Das ist eine dritte Regiefigur, die sich sicherlich sehr geprägt hat. Tu as beaucoup travaillé avec Honoré. Tu as fait 6 films avec lui, dont Chanson d'amour, où tu chantes, et Ma mère avec Isabelle Huppert. Peux-tu dire comment a été cette collaboration avec lui, puisque c'est la troisième figure de réalisateur en fait importante dans ta carrière? Bon, c'est parce que aussi, comme mes premiers désirs de jouer, ça vient du théâtre et que je trouve que le théâtre se fait en troupe, le bon théâtre, comme vous avez ici en Allemagne, vous avez la Schaubühne et la Schauspielhaus aussi, vous êtes des troupes, c'est comme ça. Et la France, quand le théâtre est bon, généralement il est en troupe. Et donc j'aimais bien l'idée que au cinéma, travailler en groupe, c'est-à-dire j'aimais bien ça de retravailler avec les mêmes personnes. Et pendant avec Christophe, on a eu 10 ans comme ça, on a travaillé tout le temps ensemble. Et donc même je m'isolais, même avec Christophe, pour faire presque que les films de Christophe. Et ça j'aimais bien parce que c'était comme un travail qui pouvait avoir comme ça une connexion avec le théâtre. Voilà. Also mein Wunsch war immer so ein bisschen wie im Theater zu spielen, wenn man so mit einem Ensemble spielt. Und ich habe so diese Idee gemocht für das Kino und deshalb mit Christoph, ich war ganz zufrieden, immer mit ihm zu arbeiten, weil ich so diese Idee wiedergefunden habe. Und ich habe dann 10 Jahre lang mit ihm zusammengearbeitet. Du hast ja auch Theater gespielt, aber nur wenig. Würdest du heute auch jederzeit, wenn es interessant wäre, wieder auf die Bühne gehen wollen? Oder hast du das als Ort für dich als Schauspieler hinter dich gelassen? Tu as fait du théâtre, mais pas beaucoup. Est-ce que si on te proposait aujourd'hui un rôle au théâtre, tu aurais envie de revenir sur la scène? Parce que la dernière personne avec qui j'ai fait du théâtre, c'est Luc Bondy, qui est un metteur en scène d'ailleurs allemand, suisse-allemand, qui est mort maintenant, avec qui j'étais très ami. Et pareil, on a fait 4 pièces ensemble, et c'est vrai que quand il est mort, tout d'un coup, je me suis dit, je vois pas très bien comment la refaire du théâtre maintenant, mais je suis tout à fait prêt à refaire du théâtre, parce que j'adore ça. Mais comme j'ai des crises d'angoisse, quand tout d'un coup je suis sur scène et qu'il m'est arrivé d'être dans une salle de théâtre, et tout d'un coup une crise de panique avec le cœur qui tape, et 600 personnes dans le noir qui te regardent, je dois dire que ça, c'était assez effrayant. Ich habe viel mit Luc Bondy gearbeitet, der ist ein Inszenierer und wir haben 4 Stücke zusammen gemacht. Leider ist er dann gestorben. Ich bin bereit, wieder Theater zu machen, aber mein Problem, ich habe so Angstanfälle und das ist schwierig, wenn man im Theater ist und es sind 600 Personen im Raum und dann kriegt man so einen Panikanfall. Une fois, tout d'un coup, j'étais avec Bruno Ganz. On a joué une pièce de Harold Pinter. Et tout d'un coup, il m'est venu une crise d'angoisse. Tout d'un coup, je dis, mais attends, mais qu'est-ce que je fais là? Je suis sur un endroit, il y avait trop de lumière dans les yeux, puis il y avait plein de gens. Tout d'un coup, j'ai eu une absence. Et puis tout d'un coup, j'ai dit, oh, mais il y a Bruno Ganz qui me crie dessus. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et ça, c'était un souvenir assez rigolo. Enfin, rigolo sur le moment, c'était pas très drôle, mais... Einmal habe ich mit Bruno Ganz gespielt in einem Stück von Harold Binder und dann habe ich so einen Angstanfall gehabt. Das gab so zu viel Lichter und dann habe ich so eine Abwesenheit gehabt und dann habe ich gesagt, ja, der Bruno, der schreit mich an. Und dann war es total unangenehm. Jetzt lache ich drüber, aber... Man soll diese Angst ja benutzen, also nach Sanford Meisner, in dem Fall auf der Bühne. Ich komme selber vom Theater und wenn man mit Luc Bondy gearbeitet hat, der für mich einer der allergrößten Theaterregisseure aller Zeiten war, verstehe ich auch, dass du dich schwer tust, wieder dich da sozusagen zu committen. Es gibt sehr, sehr wenige, die diese Intensität an Figurenführung jemals erreicht haben. Je viens aussi du théâtre et travailler avec Luc Bondy, je comprends que maintenant c'est difficile en fait quand on a eu cette intensité d'avoir du mal à la retrouver avec quelqu'un d'autre. Les gens, you know Luc Bondy here? No, nobody knows. Yeah. Yes, he's very heavy. He was very. Everybody speaks English. Okay, it's okay. Why we don't speak English? I don't know. I know we can speak English, no? I wanted to help you to feel safe. Ah, you know, no, my English is. Parler français, mais personne parle français. Le monsieur, il est là, parle français, je comprends, moi. Maintenant, personne comprend. Nobody speaks French here. No, I prefer in general. Ah, d'accord.
the French community is on the first row like this. So no, but I mean Luc Bondy, you know, I became friend with Luc because the first time that I met Luc, I was 19 years old, and it was fantastic because I think he was a genius of conducting on stage, but he has a problem. Je comprends. I can understand. Luc, non, je crois pas. No, I'm not sure. I'm not sure that Luc would prefer that I speak French. No, he loved the English language also, Luc, I think. Also die Mehrheit scheint für die sure about that, Wir but I können ja think- abstimmen. Wer ist für die englische Sprache? Das ist die Mehrheit. Wir leben in einer Demokratie. Voilà, Okay. Anglais. Alors, ça c'est l'Allemagne, c'est very democratic. At the end, we vote. And We learned it from France. No, but it's- Liberté, Egalité. no, when I was with Luc, you know, he was organizing. Attends. Okay, good. Have a good screening. Take care. Bye. Okay, so Okay. and then this is a fantastic happening, you know, when the guy. This is fantastic. You know, when you have this kind of happening who happens like this, after you create a character, because he's a character. This guy is a character, it's fantastic. You're in Munich, with everybody is German, I'm French, this is very hard to, you know, somebody is here to translate everything, and then, okay, start to say, okay, we're going to speak in English to make us, he said, no, but, no. And then after he said, you have to speak French. But no, nobody understands French, but I understand French. It's fantastic. Now there is one reason you never will forget the No, it's Munich Film fantastic. Festival. So And then we say no, he say, okay, I leave, like in the silence. That's fantastic. So I met Luc when I was 19 years old, and it was paradoxal, full of contradiction, because he was a genius, but he was crazy of, super jealous of Patrice Chéreau. You know who is Patrice Chéreau? No, he's a French director. Because he thought that Patrice Chéreau is very loved, and he felt not loved as much as Patrice Chéreau. So once we were rehearsing the first play I did with Luc, and then he was on the theater, and me, because I was not on stage, I went out of the theater and I was reading Elle magazine, you know Elle magazine, the famous one. And there was an article about Patrice Chéreau. So I was reading the article about the last movie of Patrice Chéreau. And then Luc Bondy arrived and he said, why you do this, Louis? I said, what do I do? Well, you read an article of Patrice Chéreau in my theater. I said, what do you mean, Luc? It's Elle magazine and it was just about the last movie of Patrice Chéreau. Ah, Luc, no, don't tell me about it. And then I thought, you know, Louis was super angry against Patrice Chéreau. And then once he invited me at his home, Luc, and then Patrice Chéreau was there, you know, in around the table. They were super friend. And I said, okay, let's not speak about the jealousy about Luc to Patrice. But even Patrice Chéreau, and it was a myth. I mean, it was two myths, like Patrice Chéreau and Luc Bondy to me. And then one day, Luc had an honor, like a medal. You know, he received like an award, like the award. And then he asked to Patrice Chéreau to make a speech for Luc. And even Patrice Chéreau said, so, okay, everybody knows that Luc is jealous about me. So, but and then one day, like 5, 6 years after, Patrice Chéreau directed the play from Jon Fosse in Paris. And it was a good play. It was fantastic. I mean, with Valéria Brunet-Tedeschi, she was playing Pascal Grégory. And then Luc, he went to see the show. And then at home, because we were friends with Luc, he was writing something on the computer. And I said, what do you do, Luc? He said, I'm writing to Patrice about his last play. And I said, what do you say? And the letter was horrible. He said, Patrice, you made so many mistakes in your last show. This is so bad, the way you directed this guy. And I said, Luc, are you sure you want to send that letter? Yes, Louis, you have to be honest with your friends sometimes. And I said,
Luc, the letter is terrible. Don't send that to Patrice Chéreau. And I was in the middle of a meet, two meets having a conversation. I said, don't send. And then a week after, Luc came to me and he said, I'm so angry against Patrice. I said, why? Because he doesn't want to talk to me anymore. Because of what? Because the letter. I told you, Luc, don't send the letter to Patrice. And then for 2 years, Patrice didn't want to talk to Luc. And then after, we did a show in Paris, okay, directed by Luc. So we were playing on stage. And after the show, we were in the, comment on appelle les coulisses? Okay, in the coulisses. And then suddenly I saw Patrice Chéreau. He just showed the the show of Luc and with me on stage. So he arrived, and I was completely fascinated by Patrice Chéreau. And he arrived, and he came to me and he said, I don't understand why people talk so bad about the play. It's good. I mean, what do you mean people talk so bad? Yeah, everybody hates the show. You know that, Louis. I said, what do you mean, Patrice? No, I like it, but everybody hates it. You know, you have to know that. So the war between Patrice Chéreau and Luc Bondy was fantastic to live. And then I don't know why I'm talking about Luc Bondy like this, but because also there is a connection, because you know, Luc, for example, making my movie. I was one day on stage with Luc, and then he told me, Louis, don't try to make connections, to make logical connections when you play. You can play that, for example, like this guy, for example. At the beginning, I thought the guy was super friend with me. And then the moment after he left, you know, he was super. And then Luc told me, you have to play without logical sections. Play illogically, and then it can also feel like it's alive. Something is alive. And it's the same with Jean-Claude Carrière, because sometimes I was reading scenes that he was writing, and I said, but Jean-Claude, are you sure that people are going to agree with the characters because there is no connection? He said, Louis, life is much more strange than what you believe. And it's true that after, when I was watching the film after the end, and I said it was super true, that something that you that you read and it appears a bit strange and illogical, sometimes it's much more real than what is cinematographic conventions, you know. And then the two are the same idea about the representation of life. You know, sometimes you have to find something much more deeper and much more not conventional, but it's better to represent life, you know, because life I mean, you didn't see my film, but the film it's about how strange we are for ourselves sometimes also. We should and we can close with these wonderful words you choose. The film will run this night for the price at 8 o'clock with a ceremony, tomorrow on Friday at 6 o'clock in the Rio, and on Saturday 3:30 in Münchner Freiheit free. So please watch the film, and after this seance. And it's in French. Tell that to the guy.